Je me suis baladée un mois avec un enfant que j'étais censée perdre parce que j'avais pas accès facilement aux médicaments qu'il fallait. Je me souviens avoir supplié même le docteur de me faire un curetage, mais il n'avait pas voulu parce que le curetage allait engendrer trop de problèmes. Parce que s'il me faisait un curetage et qu'il y ait des complications, et il aurait des problèmes. C'était un avortement médical. Nous l'avons appelé pour lui demander si on pouvait le faire le lundi. Il a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et c'est à ce moment-là, sincèrement, que j'ai vécu un calvaire. J'ai vécu toutes les émotions. Pour cette femme qui souhaite rester anonyme, avorter a été un cauchemar. Elle vit au Sénégal, un pays de plus de 17 millions d'habitants, dont sa législation sur l'avortement est parmi les plus restrictives du monde. En vertu de la loi relative à la santé de la reproduction, l'interruption volontaire de grossesse est interdite au Sénégal, selon l'article 305 du Code pénal. C'est lui-même qui avait acheté ces médicaments pour me donner. Donc à la base, ce médicament-là, c'est pour 2 prises au maximum. Mais moi, j'en ai tellement pris, ça a été compliqué. Après ça, j'ai fait une dépression. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que ça ne va pas. On m'avait même hospitalisé à l'hôpital. J'ai essayé de chercher par tous les moyens pour sortir cet enfant. Mais ça me faisait mal de savoir que cet enfant-là qui vit dans mon corps va mourir. Puisque ça m'arrivait de pleurer, je me disais que je torturais cet enfant. On dit toujours que la maman et l'enfant sont liés par disons émotionnellement. Ça a été un avortement, c'est vrai, mais ça s'est passé ici à la maison. C'est quelque chose que je ne peux même pas souhaiter à mon père ennemi, de vivre ce genre de choses-là. L'article 35 du Code de déontologie médicale du Sénégal prévoit une unique exception, c'est seulement lorsque la vie de la mère est en danger. De plus, cette exception est encadrée de conditions assez draconiennes. Il faudrait que le médecin traitant puisse examiner la patiente, faire le diagnostic et donner une conclusion selon laquelle la vie de la femme est en danger et qu'il n'y ait pas d'autres moyens de traitement pour sauver la vie de la femme. À partir de ce moment, il doit prendre la tâche de 2 de ses confrères, dont un est expert près des cours et tribunaux. Et les 2 confrères doivent aboutir à la même conclusion que le médecin traitant. Et 3 protocoles seront rédigés, dont un médecin, disons 4 même, il y en a un protocole, un exemplaire du protocole sera remis à chaque médecin et un autre protocole sera envoyé au président de l'Ordre national des médecins. Parce que le Code dispose que le médecin, en refusant de donner des soins pour des raisons personnelles, ne doit pas s'arrêter là. Il doit guider la femme afin que le processus de continuation des soins soit poursuivi par un autre confrère. C'est pourquoi ces clauses de conscience ne sont pas évoquées dans les dispositions réglementaires du Sénégal, puisque le Sénégal n'a pas encore admis l'interruption volontaire de grossesse, à différencier de façon claire avec l'interruption thérapeutique de grossesse, qui est un acte thérapeutique, c'est-à-dire un acte de soin. Or, l'interruption volontaire de grossesse, ce n'est pas un acte de soin. Le médecin, en aucun cas, ne peut aller dénoncer à la police comme quoi la patiente souhaite faire un avortement. C'est formellement interdit, même dans le serment d'Hippocrate. Le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, plus connu sous le nom du protocole de Maputo, ratifié par le Sénégal en 2005, prévoit que les États doivent protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus. L'État, souvent, il prône des lois, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Il faut avoir le courage de ces idées. L'État a ratifié depuis 2003 le traité de Maputo. Donc l'État a le devoir d'appliquer, d'aller jusqu'au bout. Malheureusement, cet État-là, ça traîne. Et nous pensons que c'est vrai que l'État est peut-être soumis à des lobbies beaucoup plus puissants
et que l'État a peur d'aller jusqu'au bout. Et malheureusement, c'est les personnes intéressées qui sont forcément les grandes victimes de cette situation-là. Mais je pense que l'État qui n'est pas religieux, l'État est laïque, l'État a le devoir donc, de faire avancer les choses. L'État a signé des traités et l'État a le devoir de les appliquer. En 2013, la direction de la santé et de la reproduction du ministère de la Santé du Sénégal a mis en place une task force pour travailler sur un projet de législation de l'avortement médicalisé à laquelle participent plusieurs organisations de la société civile. Je dirais qu'on est en train d'avancer de manière assez positive parce qu'avec les objectifs de plaidoyer de la task force, on a pu avoir un cadre juridique composé d'avocats, de magistrats, de procureurs qui ont travaillé dans le bénévolat pour l'élaboration d'une esquisse de projet de loi pour l'intégration d'un nouvel article dans le code pénal qui va prendre en charge l'avortement médicalisé pour les cas de viol et d'inceste. Pour ça, nous avons des blocages à plusieurs niveaux. Déjà au niveau communautaire avec l'aspect de la religion. Et donc je pense que aussi l'autre problème qui se pose, c'est qu'au niveau juridique, l'État du Sénégal n'harmonise pas les conventions internationales qui ont été signées et ratifiées par le Sénégal. Et c'est important de le rappeler, nous sommes dans un régime moniste. Et quand on est dans un régime moniste, les conventions internationales sont au-dessus des lois nationales. Malgré la législation fortement restrictive du pays, 51 500 avortements ont été provoqués au Sénégal en 2012, selon les statistiques de l'AJS, soit un taux de 17 avortements pour 1000 femmes âgées de 15 à 44 ans. Parce que nous, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une harmonisation de nos lois aux conventions internationales qui ont été signées. Et que aussi la communauté, la population sénégalaise puisse comprendre les enjeux qui sont liés aux avortements clandestins et aux cas de viol et d'inceste. C'est important qu'on en parle parce que nous, on ne parle pas d'IVG, c'est-à-dire d'interruption volontaire de grossesse. Nous avons travaillé avec la commission loi et la commission santé, déjà avec des sessions qui nous permettent vraiment d'avoir le même langage, qu'ils comprennent les objectifs de plaidoyer de la task force. 19% de la population carcérale féminine est condamnée pour avortement clandestin ou pour infanticide. Au Sénégal, l'avortement est donc un sujet sensible et controversé aux dimensions morales, culturelles et religieuses. La position de l'Église, elle est radicale et ferme face à la vie. L'Église doit protéger, non seulement respecter, mais protéger et promouvoir la vie. Et l'Église est en train de défendre la vie face à ce phénomène qui est d'actualité. Et l'Église n'est pas pour l'avortement. Quelle qu'en soit la situation, même si la mère est en danger, la sacralité de la vie, parce qu'il s'agit d'ôter une vie pour en garder une, effectivement, il s'agit de meurtre. L'avortement est un meurtre. Que ce soit une situation de viol ou de non-viol, il faut garder la vie. Il y a aujourd'hui des structures adaptées pour accueillir ces vies qui ont été eues peut-être pas volontairement. Pour nous, chrétiens, cela est intangible au fait. Pour la religion musulmane, le droit à l'avortement est restreint. Sur le principe général, ce qui est vraiment solide et bien argumenté, c'est que c'est seulement quand la vie de la femme en grossesse est menacée qu'on peut autoriser sous avis médical, n'est-ce pas, l'arrêt de sa grossesse de la façon la plus appropriée. Donc là, on n'est plus dans la considération de la cause de la grossesse. Parce que quand on parle d'inceste et de viol, on est au niveau de la cause. L'islam est au niveau de la sauvegarde de la vie, quel que soit ce qui s'est passé. Et c'est très douloureux, c'est regrettable, viol, inceste, etc. Mais cela n'autorise pas, dans le droit islamique, à arrêter la grossesse, à arrêter, n'est-ce pas, la vie fœtale, tout simplement parce qu'il y a une cause qui, moralement, est condamnable. Parce que cette vie qu'on va arrêter, c'est une vie innocente et c'est une vie intrinsèque qui a une valeur digne en tant que telle. Et on ne doit pas la supprimer, tout simplement parce que sa mère a été victime, n'est-ce pas, de viol ou d'inceste. Maintenant, tout le monde a le droit de lutter pour la cause qu'il veut. Mais, tout simplement, il faut être cohérent avec sa foi. Et donc, on ne peut pas dire que je suis musulman, mais sur cette question d'avortement, je suis d'accord avec ceux qui luttent pour l'avortement. Sur la question de la prière, je suis d'accord pour faire la prière. Imam Moussa Fall, lui, invoque la jurisprudence islamique. C'est un droit qui peut être exploité
ne pas être exploité. C'est-à-dire l'avis final revient à la femme. Il faut déjà une consultation, constater le viol, sanctionner le violeur et demander à la femme si elle veut que cette grossesse continue. Si elle a la volonté de voir cette grossesse aboutir, elle en a pleinement le droit. Mais si elle se sent menacée psychologiquement et physiquement, elle pourra recourir, selon certains éléments, à l'interruption de cette grossesse, mais avant 120 jours de gestation pour la plupart des éléments et avant 40 jours de gestation pour l'autre catégorie d'éléments, parce que là, ce qu'on évite, c'est l'infanticide. Et ce qu'on évite aussi, c'est le préjudice. Et l'infanticide, si ça dépasse 120 jours, et l'infanticide s'installe. Aujourd'hui, si on se réfère aux différents fatwas, on se rend compte qu'il y a évolution par rapport aux réponses données. Certains vous diront que le préjudice s'arrête lorsque la mère, lorsque sa vie est menacée. D'autres vous diront que le viol et l'inceste sont des préjudices majeurs. C'est le cas d'Azhar, de l'Égypte, mais également de Darul Ifta, qui prétendent que lorsqu'il y a viol ou inceste et que la fille psychologiquement ou mentalement ou physiquement ne parviennent pas à supporter la grossesse, l'interruption est un droit pour elle, mais avant 120 jours de gestation, puisqu'au-delà de 120 jours, il s'agira là d'un infanticide parce que l'esprit de la vie est insufflé au fœtus. Depuis 2013, le débat sur l'avortement déchaîne les passions au Sénégal. Féministes et défenseurs des valeurs nationales s'opposent autour de ce droit jugé fondamental par les unes et contraire aux valeurs nationales pour les autres. Malgré l'interdiction, les avortements se poursuivent et près de 63% de ces interruptions volontaires de grossesse pratiquées au Sénégal le sont par des personnes non qualifiées. L'application du protocole de Maputo pose encore problème malgré la ratification de la charte. En attendant, une femme meurt toutes les 9 minutes d'un avortement clandestin dans le monde.